Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km avec la Chevrolet Bolt 2027. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Et oui, Chevrolet a renouvelé la Bolt pour une seule année modèle, l'année modèle 2027, une sorte de succès souvenir, on pourrait dire. On est allé chercher plein d'éléments des deux dernières itérations de la Chevrolet Bolt pour en faire une itération finale avant la prochaine étape chez GM. Donc, on va se lancer maintenant. Fondamentalement, qu'est-ce qui change avec cette année modèle 2027? GM nous propose une toute nouvelle architecture électrique, encore dans la même gamme de voltage. C'est toujours un véhicule 400 volts. Par contre, c'est que la motorisation à l'avant est inspirée du Equinox EV, même qu'on pourrait dire que c'est la motorisation avant du Equinox EV. Et nous avons, là, entre les deux essieux, une batterie LFP prismatique, là. Le fournisseur n'a pas été spécifié par GM, mais tout porte à croire que c'est CATL, le plus grand fabricant de batteries automobiles de la planète. Chimie LFP, donc on peut garder le véhicule chargé à 100% et nous avons une autonomie Enercan de 422 km. Il y a une seule configuration d'autonomie, 422 km. Et aussi, la puissance de recharge maximale a été rehaussée à 150 kW pour une recharge 10-80% en 25 minutes. C'est effectivement 3 fois plus vite que l'ancien modèle. Tour du propriétaire de la nouvelle Bolt. Aussi, la nomenclature est importante. Ça s'appelle Bolt. Essentiellement, 2027, une seule année modèle. On va faire le tour ensemble rapidement. Vous remarquerez aussi que la ligne de toit n'a pas changé. Le design sur le côté est extrêmement similaire. Essentiellement, c'est calandre à l'avant et changement du côté du haillon pour rafraîchir un peu le look. Mais à la fin, ça reste le même véhicule sur la même plateforme. C'est beaucoup plus sous la carrosserie. D'un point de vue mécanique, on a obtenu plusieurs modifications importantes. Vous remarquerez qu'à l'intérieur, on a un tout nouvel intérieur allant chercher des nouveaux composants GM et en récupérant des vieux composants GM. Je vous dirais que d'un point de vue des sièges, c'est similaire à ce que nous avions avant, mais console centrale, tableau de bord, rangement, tout ça est nouveau, logiciel, combiné d'instruments, les portes, les matériaux, tout ça a changé. Peut-être pas pour le mieux, on verra ça plus tard. Et côté espace arrière, ça n'a pas changé. On est en présence de l'ancienne Bolt EUV d'un point de vue de dimension extérieure et espace à l'intérieur. Et lorsqu'on ouvre le haillon manuel, vous voyez l'espace coffre. Si vous possédez une Chevrolet Bolt EUV, même chose. Avec le sous-plancher extrêmement caverneux. Je peux même entrer à l'intérieur et la banquette arrière se rabat à plat de ce côté-là. Sous le capot, qu'est-ce qui se passe? Bien, nous avons la mécanique du véhicule, pas de frunk évidemment. Et si vous êtes un avide amateur de Chevrolet Bolt, Bolt EUV, vous remarquez que tout ça est complètement nouveau. Essentiellement, au lieu d'avoir des composants fabriqués par LG en Corée, bien, on a des composants fabriqués au Mexique par Magna maintenant. Et il y a aussi de la coopération coréenne un peu, mais c'est majoritairement des composants qui viennent des véhicules sur la plateforme BEV3 de GM. Et ici, là, vous avez tout les échangeurs de chaleur pour la toute nouvelle thermopompe embarquée qui va s'occuper de la thermorégulation, chauffage, climatisation, tout ça. Donc, on est allé élever les technologies de la Bolt à ce que j'appelle maintenant le standard. L'interface de recharge a changé aussi. Le port n'a pas changé d'endroit, mais nous avons maintenant NACS. Bien évidemment, GM vous propose en accessoire l'adaptateur CCS NACS et aussi l'adaptateur NACS à J1772 pour la recharge niveau 2, mais ça fonctionne avec le port NACS standard et tous les superchargeurs Tesla V3 et V4, ils sont disponibles. Notre étiquette, telle que mentionnée, on a été assemblé en novembre 2025. Le numéro de série, évidemment, c'est un véhicule assemblé au Kansas, aux États-Unis. Puis je vous parlais des matériaux des portes tout à l'heure. Malheureusement, là, dans la Bolt EUV, avant, nous avions des surfaces moussées à la grandeur du véhicule. Maintenant, il n'y a plus de surface moussée, c'est seulement des plastiques durs. Probablement un effort pour limiter les coûts. En plus qu'on ne fait le véhicule que pendant une seule année modèle. On est allé s'inspirer du Ford Maverick. Vous remarquerez là, les parties plus pâles à l'intérieur de la porte, plastique dur. Écoutez, c'est correct là, pour un véhicule qui commence à 39 000 $, mais c'est une déception là, pour moi qui appréciais la qualité de l'intérieur de l'ancienne Bolt EV et EUV. On va prendre place à l'intérieur. On est maintenant au poste de pilotage. Il n'y a pas de bouton pour démarrer le véhicule. C'est la nouvelle façon GM de le faire. On s'assoit dans le véhicule, on appuie sur le frein, le véhicule démarre.
Maintenant, vous voyez, on a une interface GM qu'on voit dans tous leurs nouveaux véhicules maintenant. On a la nouvelle interface GM avec la navigation Google embarquée, qui est très fluide. C'est juste que là, moi, à une main, en tenant une caméra, c'est un petit peu plus difficile. Mais vous voyez, là, on peut mettre votre compte Google, puis vous avez toutes vos destinations, facile. Vous avez aussi maintenant, sur certaines versions, là, ici, la version RS, un éclairage ambiant, on peut choisir les couleurs. Malheureusement, ce que je trouve plate, je croyais qu'il ne fonctionnait pas, mais en réalité, il ne fonctionne seulement que lorsque les feux sont réellement mis en fonction. Donc, si on cache le capteur de lumière ici, on va voir que, vous voyez une petite lueur là, violette, là, très, très pâle. Il s'active là, automatiquement. Là, puis il y en a aussi là, ici dans les portes. C'est très léger. J'aurais apprécié que ça soit beaucoup plus fort et fonctionnel en tout temps. Mais bon, ça, c'est des détails. Chargement sans fil de votre téléphone ici. Console centrale maintenant configurable avec des petits inserts comme ça. Vous pouvez reconfigurer votre porte-gobelet. Même chose ici. Puis ça, c'est notre adaptateur NACS CCS. Le volant n'a pas changé. Et là, je vais retirer ceci pour remettre le combiné d'instruments en mode jour. Et nous avons maintenant une interface GM typique, peu configurable, et les unités sont maintenant, là, si on zoome, bien, on est retourné à l'unité inversée, que je n'aime pas beaucoup, mais c'est la vie. Très efficace par contre, et vous avez votre statut de charge de batterie bien affiché. Levier de vitesse, Ultium, tout ça a été mis à jour. Ça fonctionne bien, ça s'harmonise bien, mais je préfère qu'on utilise les unités traditionnelles kWh par 100 km ou Wh par kilomètre. Et ici, on est allé chercher le module du Equinox V là, pour la climatisation, mais ça n'a pas changé. Siège ventilé chauffant dans cette édition RS. Nous sommes maintenant au moment que vous attendiez tous, le début du défi 500 km. Pour rappeler le fonctionnement, demain matin à 5 heures, je vais quitter l'arrondissement La Salle à Montréal. Je vais me diriger vers la Tête des Ponts à Québec via l'autoroute 20. Le but du défi 500 km, c'est de parcourir 500 km dans le temps le plus court. C'est-à-dire qu'on va avoir un arrêt de recharge certainement avec ce véhicule qui va s'ajouter au temps total. On va recueillir le coût de la recharge, la durée de la recharge, la puissance maximale, ainsi que la consommation, l'efficacité énergétique du véhicule. Et à la fin, lorsqu'on sera de retour sur l'île de Montréal et on aura parcouru 500 km, nous aurons le temps total normalisé et on pourra le comparer à tous les autres véhicules qu'on a testés à plus de millage. Donc, on va se lancer maintenant lorsque le défi 500 km sera commencé. Là, dans votre écran, moi, je vais déjà avoir complété plus de 100 km du trajet et on va se mettre à jour pour la suite. Bon, bien, on est dans le défi. On est dans le défi 500 km. Nous sommes bien entamés. On a plus de 100 km de parcouru. On va passer au travers là, des conditions atmosphériques. Il fait présentement 6 degrés. On s'attend à ce que la température là, monte autour de 10 degrés vers la fin du défi. En ce moment, on a un faible vent de 10 km/h dans le dos qui nous pousse. Je m'attends à ce que ce vent augmente autour de 17 km/h puis qu'on l'aille de face sur le retour. Impact, efficacité, on verra bien. Mais sinon, une très belle journée là, à date, très ensoleillée, c'est bien. Pour ce qui est de la consommation, l'efficacité, on est à 20 kWh par 100 km, soit 5 km par kWh. Et puis, la consommation là, certifiée Ressources naturelles Canada, bien, c'est 19,8 sur l'autoroute, donc 20, 19,8. On est dans la marge d'erreur, mais les autres efficacités, en ville, on parle de 15,6. Puis là, excusez-moi, je regarde mes notes, hein? C'est pas correct. Puis en combiné, 17,5. Voilà, 422 km avec cette batterie LFP de 65 kWh qui, sur le Car Scanner typique GM, nous affiche 69,9 kWh. Donc, c'est une batterie de 70 kWh, puis GM nous cache. Parce que dans les véhicules BEV3, on pense à un Equinox V, il y a souvent 90 kWh dans la batterie. Je veux juste dire ça. Nous allons arriver à notre point de retournement, soit à Saint-Nicolas, proche de la Tête des Ponts, à 7h19 du matin, à 25 de statut de charge. On est présentement à 70 de statut de charge après avoir parcouru 105 km. Donc, si on fait une règle du pouce vite, on voit qu'on a une autonomie d'à peu près 320 km sur l'autoroute à 110 km/h régulateur de vitesse et 110 km/h GPS. Donc, OK, ça ressemble pas mal à ce que l'ancienne Bolt faisait. Je pense que vraiment les changements ici sont batterie et vitesse de recharge. Ceci étant dit, on va faire le brefage technique maintenant. Donc, je vous le rappelle, on a une batterie de 65 kWh lithium fer phosphate qu'on peut garder chargée à 100 %. C'est une chimie de batterie qui est un peu moins dense qu'une chimie à haute teneur en nickel, là, ce qu'on voit traditionnellement.
Donc, la masse nette du véhicule a augmenté d'à peu près 100 kg. D'ailleurs, on est autour de 1750 kg au lieu de 1650. On a 200 chevaux sur l'essieu avant là, avec un seul moteur. Il n'y a pas de traction intégrale qui est disponible sur ce modèle. Puis, ça n'a jamais été disponible dans la gamme de la Bolt. Vitesse de recharge rapide a été rehaussée, 150 kW. Ça va être intéressant d'aller voir la courbe de recharge plus tard, lorsqu'on va aller arrêter recharger. Je m'attends à un petit plateau d'à peu près 20-30 % à puissance maximale, puis après ça va décroître de façon régulière. Là, je ne m'attends pas à une courbe de recharge style véhicule EGMP, mais avec un temps de recharge de 10-80 % en 25 minutes, c'est très bien pour la Bolt. Là, je vais juste bouger mon pare-soleil, je peux pas. Donc, je vais avoir le soleil dans le visage. Mais fondamentalement, c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur cette Bolt. C'est plutôt un rafraîchissement de mi-cycle une dernière fois avant d'arrêter la production là, à la fin de l'année 2027. On verra bien. J'ai hâte de voir ce que GM va vouloir annoncer après. Quel véhicule va remplacer la Bolt? Aucune idée. On verra bien qu'est-ce qui va nous sortir de là. Est-ce que ça va être un véhicule du marché chinois? Pour le Canada, peut-être. On ne sait jamais. Mais sinon, c'est pas mal ça. Il n'y a pas grand-chose à dire nécessairement qui est nouveau avec la Bolt. On a une thermopompe maintenant, système de thermorégulation Ultium. Que c'est insonorisé, c'est moyen. Je suis déçu un peu de l'efficacité. Je m'aurais attendu à peut-être 18, 17. Mais bon, c'est la vie. C'est pas le véhicule le plus aérodynamique de la planète. Et à la vitesse à laquelle on roule, à 110 km/h, 60 % de l'effort fait par le véhicule, c'est la résistance de l'air. Donc, plus le véhicule est aérodynamique dans la condition dans laquelle on est, mieux c'est. C'est pour ça qu'on compare à, mettons, prendre l'exemple d'une Tesla Model 3 ou d'une Leaf, beaucoup plus efficace à même masse donnée, à même vitesse donnée, à même créneau de véhicule donné. Puis le seul, c'est pas une question de motorisation plus efficace, batterie, blablabla. C'est vraiment, vraiment le nerf de la guerre, c'est l'aérodynamique. La résistance à l'air, comme je vous dis, 60 % en ce moment là, de la puissance qu'on a de besoin sert à fendre l'air qui est beaucoup plus dense lorsqu'on se déplace que lorsque nous sommes immobiles. Ceci étant dit, je vais continuer ma route. Est-ce que je vais arrêter recharger à Québec là, à la station de recharge Sprint? Bonne question. 25 % j'en aurais pas assez pour me rendre à Saint-Louis-de-Blandford. Ouais, c'est moyen. J'aurais aimé faire un seul arrêt. Bon, la recharge vient tout juste de commencer. On est à Saint-Nicolas, là, à la station de recharge Sprint, sur les équipements Kempower, comme vous pouvez voir. Wouhou, la Bolt! On est arrivé à 25 % parce que je regardais me rendre à Saint-Louis-de-Blandford puis j'allais arriver à moins 3 %, donc je me suis pas essayé vraiment. On va regarder notre puissance de recharge monter tranquillement ensemble. Ça grimpe tranquillement, pas vite. Limitation du véhicule, on va voir. 100. Ça va vite, là. Ça monte assez vite. On n'a jamais vu ça sur une Chevrolet Bolt. Moi, j'aime tellement cet équipement-là parce que tu peux tout voir l'information, tu te casses pas la tête. 116. C'est sûr qu'on est à 25 % là. On est peut-être même déjà dépassé la plage où le véhicule peut aller chercher la puissance maximale, mais... Puis là, comme on peut voir maintenant, là, GM vous montre là, la capacité maximale de recharge, puis elle grimpe au fur et à mesure que le véhicule recharge. Donc, c'est pas mauvais, c'est même très bien. Puis si on regarde, là, ce que je veux aller faire, c'est aller recharger à Saint-Germain-de-Grand-Anne, au superchargeur, juste passer de Drummondville. Là, c'est sûr qu'il faut que j'enlève la recharge intermédiaire qui est là, à Saint-Apollinaire, puisqu'elle n'est pas nécessaire. On va juste la supprimer, modifier les étapes. Regardez comment c'est facile. Ah non, il ne veut pas. OK, donc je vais devoir recharger pour éliminer cette étape-là. Peu importe. On va recharger un peu, je vais aller m'acheter un café, mais pour l'instant, ça va très bien. Puis la consommation est toujours autour de 20 kWh par 100 km. En train de recharger, ça se passe bien. Regardez, 120 kW encore, bien flat, 300 ampères. La batterie est rendue chaude. Puis à part de tout ça, ben voilà, là, j'attends. Là, regardez, ça me dit que je vais arriver à 4 % à Saint-Germain-de-Grand-Anne. On va mettre un peu de jus pour se rendre à peu près autour de 10-15 %.
puis ça va être le deuxième arrêt de recharge. On va essayer de faire ça le plus vite qu'on peut, mais le but, ça va être d'aller chercher la puissance maximale là, à ce superchargeur. Donc, on vient tout juste de quitter la station de recharge Sprint à Saint-Nicolas. La session de recharge, là, je suis arrêté au feu ici. On a mis 20,5 kWh On a mis 20,5 kWh, ça a duré 10 minutes 35 secondes. Ça a coûté 12,50 $. Et la puissance de recharge, c'était 121 kW. Bien plat, on va arriver à 11 % à notre prochain arrêt de recharge. Et on va voir si tout continue d'aller aussi bien. La recharge est commencée au superchargeur à Saint-Germain-de-Grand-Am. C'est sûr, c'est pratique, hein? Ça se passe bien. Puis j'aime beaucoup ces nouvelles bornes Tesla V4 qui ne sont pas un vrai V4, mais plutôt une borne V4 avec un système V3, peu importe. Allons voir la puissance de recharge. On est arrivé à 9 %. Et voilà, vous n'aurez jamais vu une Chevrolet Bolt chargée aussi haut. On est à 139, presque à 140, 360 ampères. Allons-nous nous rendre à 150? C'est une bonne question. On va regarder ça attentivement. On va aller voir dans notre menu. Voilà, dans notre menu, on voit qu'on est en train tranquillement d'aller chercher la puissance maximale. J'ai hâte de voir quand est-ce que ça va arriver. Mais regardez, ça fonctionne. Il y a-tu de quoi de... C'est merveilleux. Puis regardez la température pour aller chercher la puissance maximale. C'est pas si pire. Les véhicules Tesla avec des LFP, c'est autour de 45 degrés Celsius. Donc, ça gruge beaucoup plus d'énergie. Depuis qu'on a quitté la climatisation et la thermorégulation, a seulement utilisé 3,3 kWh. Donc, c'est 5 % de l'énergie totale. C'est vraiment pas total de la batterie. Excusez-moi, puis regardez, là, 147, 145. On va pouvoir le dire, là, comme Radio-Canada, si la tendance se maintient, on va atteindre la puissance maximale. Mais tout porte à croire que ça va arriver là, imminemment. Mais là, il y a quelque chose de super intéressant. Vous voyez, le voltage de ce battery pack-là est assez élevé que sur une borne 180 kW du circuit électrique, vous allez pouvoir aller chercher 147, quasiment 150. Donc, pas besoin de chercher des bornes avec 500 ampères comme, disons, un Chevrolet Equinox EV ou un Blazer EV. Avantage notable ici, parce que regardez, on est au maximum, là, à plus ou moins 2 quelques kilowatts de puissance. Regardez, là, il dit, là, on est presque au max. Ça va charger très vite. Regardons le temps estimé pour 80. Oups. Oui, je le sais, blablabla. 30 minutes, heure d'achèvement. C'est une mauvaise traduction, donc ça roule. Nous sommes à 150. Quel bonheur! On est à quasiment 42 % de statut de charge. Et regardez ça, on est encore là, à 130 kW. Ça charge vraiment bien comme petite voiture. On va aller voir ici, qu'est-ce qui se passe. Puis on est au maximum du potentiel. Donc, c'est superbe. Je suis vraiment content là, de ça. Et je vous rappelle qu'une borne 180 kW de circuit électrique ou couche-tard sera amplement suffisante pour avoir la courbe de recharge idéale. On vient tout juste de quitter notre deuxième arrêt de recharge à Saint-Germain-de-Grand-Am. Une autre recharge, là, illico presto. 11 minutes, 8 secondes, 9,83 $ que ça nous a coûté. On a mis 25,88 kWh. Et on a atteint la puissance maximale de 150 kW, telle que prescrit par le manufacturier. Belle courbe de recharge relativement plate. Je m'excuse de luminosité, c'est le soleil. Mais là, il nous reste 109 km à parcourir avant d'arriver au jalon de 500 km. Puis le système de navigation me dit 109 km à parcourir. Donc, tout arrive parfaitement. On va se voir à la fin de ce défi, ma foi. 2 recharges, mais ça va vraiment bien. À tantôt. Je voulais prendre quelques minutes aussi pour vous parler du comportement routier de cette nouvelle itération de la Chevrolet Bolt. Ça n'a pas beaucoup changé, point de vue maniabilité, agrément de conduite par rapport à la dernière génération que je vais appeler. Là, il y a comme... Comment que je pourrais appeler ça? Je pense qu'il y a eu 2 générations de la Chevrolet Bolt. Donc, la première qui a commencé en 2017, 2018.
On s'est rendu en 2022 avec le rafraîchissement qui a amené la Bolt EUV. Et aujourd'hui, bien, essentiellement, on a un rafraîchissement de mi-cycle de la Bolt EUV avec une nouvelle batterie. Donc, c'est comme la deuxième génération, mais avec un rafraîchissement de mi-cycle. Ça se conduit pas mal exactement comme l'ancienne Bolt. J'ai remarqué quelques petites choses. Donc, ça sautille autant à cause de l'essieu rigide à l'arrière, là, la poutre de torsion, la suspension semi-indépendante qu'on pourrait appeler. C'est un véhicule traction, évidemment, il va avoir le même effet de couple dans le volant. Par contre, ce que je vois chez GM, c'est qu'il y a un gros délai sur la livrée de la puissance lorsqu'on met l'accélérateur à fond à partir de l'arrêt, ce qui facilite beaucoup le décollage, mais c'est beaucoup moins brusque que ce que nous avions avant, mais les pneus patinent moins. Fait que je crois qu'ils sont allés mieux programmer le moteur ici, et aussi ça doit favoriser l'efficacité. Mais aussitôt là, qu'on est lancé, là, ça avance en masse. Parce que pensez-y, là, j'ai essayé le Kia EV5 récemment. 215 chevaux, beaucoup plus lourd. Ça avançait pas beaucoup. Et là, on a la même puissance à peu près pour un véhicule de 1700 kg, 1750 kg. Donc c'est correct, là. Ça se déménage en masse, mais c'est un peu moins brusque sur l'accélération à partir de l'arrêt. Mais c'est une voiture ultra maniable. On est sur des bons pneus Michelin. Le profil est relativement correct. C'est une voiture qui se conduit bien. C'est pas un véhicule sport, mais le petit caractère hot hatch go-kart typique des petites voitures électriques est conservé ici. Donc, à la fin, si vous avez une Chevrolet Bolt EUV, peu importe, vous allez vous asseoir là-dedans, vous allez faire « Ah, OK, ça se conduit sensiblement de la même façon qu'avant et la performance est similaire. » Et c'est vrai. Le défi 500 km est maintenant complété. On a atteint le jalon de 500 km à 10h11 du matin, donc un temps total de 5h11. Je vous rappelle que nous avons quitté Montréal à 5h ce matin et il n'y a pas de déduction et on a eu 2 sessions de recharge. Si on regarde sur notre charte où est-ce que ça se positionne pour la Bolt 2027, c'est meilleur que la Mini Countryman SE, qui est un véhicule pas dans le même prix, mais dans le même gabarit, on pourrait dire. Donc, c'est bien. Et quand on regarde là, sa compétition directe, comme le Kona EV, on est largement meilleur. Mais on était l'hiver, donc est-ce que ça compte vraiment? Attention. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'apparente à celui qu'on a fait pour la Bolt en conditions d'été / printemps, en tout cas pneus d'été. Maintenant, il fait 15 degrés, fait que c'est quand même des belles conditions. 5h11, c'est quand même bon. Dites-vous qu'il y a eu 2 sessions de recharge, totalisant 21-22 minutes temps total. C'est quand même bon, on était chercher la puissance maximale. Il n'y a pas de problème là. Puis la consommation globale là, de ce véhicule sur notre trajet, 4,9 km par kWh. Si on fait un petit calcul rapide, 20,4 kWh par 100 km. Donc, tout juste au-dessus de la cote NRCan sur autoroute. Donc, c'est ce qu'on accomplit avec la Bolt. Je m'aurais attendu à faire un arrêt de recharge, genre arrêter à St. Louis-Blandford après 340 km. Ce n'est pas le cas. Donc, écoutez, nous aurions dû avoir peut-être une consommation autour de 18-17 kWh par 100 km pour faire ça, puis ça aurait été plusieurs dizaines de pourcents meilleur que la cote NRCan. C'est peut-être un défaut de la Bolt sur l'autoroute, c'est pas aussi bon que les berlines électriques ou les voitures un peu plus aérodynamiques là, dans le format compact. Est-ce que la Bolt 2027 c'est un bon véhicule? Bien, la Bolt, ça a toujours été un bon véhicule, puis maintenant, elle a les capacités de voiture électrique qu'une voiture électrique normale a maintenant. C'est plus comme ça qu'il faut le voir, mais c'est quand même bon. Fait que je voulais l'essayer, j'avais hâte. On a maintenant les résultats. Je suis content. 5h11, ça se positionne en milieu de peloton. C'est une voiture de milieu de peloton, mais c'est un bon petit gabarit. Maintenant, combien ça coûte avant de conclure cette vidéo? Le modèle à l'essai aujourd'hui a un coût total avec les options, la couleur, de 48 015 $. Wow! C'est quand même cher, hein? Et là, évidemment, il y a des subventions, des rabais. En ce moment, aujourd'hui, 9 mai 2026, GM donne 4 000 de rabais. Ensuite, il y a, là, GM n'est pas pire, les calculs, la subvention provinciale et fédérale, avant les taxes, donc le montant est plus petit, mais ça revient au même. Donc, après ça, en enlevant le 7 000 de subvention, 5 000 fédérales, 2 000 provinciales, on tombe à un prix avant taxe de 37 928, donc fois les taxes autour de 45 000 $. C'est bon.
Ça va être un petit peu moins cher, peut-être 2000 3000 $ moins cher que la nouvelle Tesla Model 3 Propulsion là, qui est à 39 940, qu'elle n'a pas accès à la subvention fédérale de par son origine. C'est un véhicule qui vient de la Chine, ça c'est un véhicule qui vient des États-Unis. Et la Leaf, là, mais Nissan est très agressif sur les incitatifs. Donc, honnêtement, ça s'apparente à ce qu'on peut avoir pour une Leaf. Si j'avais à choisir, malheureusement, je prendrais une Leaf parce que j'ai trouvé qu'elle était tellement efficace l'hiver que ça va être dur à battre pour la Bolt. Mais si vous avez une Bolt qui n'est pas une 2027 et vous voulez continuer dans la lignée de la Bolt, vous allez vraiment aimer celle-ci puisque c'est tous les attributs de la EUV, mais on a une performance de véhicule électrique qui s'apparente à un véhicule électrique moyen. On se rapproche vraiment là, de ce qui se fait, pas de mieux dans le 800 volts, mais ce qui se fait de mieux là, dans la moyenne, surtout à ces prix-là. Donc, félicitations GM, c'est fait. Vous avez eu un bon résultat. Moi, je suis bien content de mon test. C'est une bonne mise à jour. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous laisser un petit like, un commentaire, même vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se laisse là-dessus.